Ok, donc Shabbat. On avait fait la dernière fois. Laissez-moi ouvrir le tableau. Je vais l'ouvrir pour voilà. On avait fait la dernière fois les préparatifs de Shabbat. On avait donc vu les différentes façons de voyager avant Shabbat. Est-ce qu'on peut embarquer les travaux qu'on peut faire ou pas avant Shabbat? Jusqu'à quelle heure commencer un travail? Comment préparer le Shabbat avec ses vêtements? Et donc aujourd'hui, on va continuer, on va dire tout ce qu'on fait avant Shabbat, mais beaucoup plus proche du Shabbat déjà. Ok? Beaucoup plus proche. On va parler des horaires du Shabbat. On va parler de ce qu'on appelle Tosefet Shabbat, le rajout de temps avant Shabbat. On va parler des Nerot, d'accord, des bougies de Shabbat ce soir. Voilà, je pense que c'est ce qu'on va faire ce soir. Et puis, à mon avis, ça va nous prendre déjà pas mal de temps. Ok, bien. Comme vous le savez, le Shabbat commence à partir du soir. Pourquoi? Parce que dans le monde juif, eh bien, la journée commence à partir du soir. Tout commence en fait à partir de la nuit jusqu'au lendemain. Alors, il y a toutes sortes d'explications qui ont été proposées pour essayer de comprendre cette idée folle que le jour commence la nuit. C'est vraiment l'idée juive. Le jour commence la nuit. Et ce qu'on donne généralement comme explication, c'est l'idée en fait que l'obscurité vient toujours avant la lumière. Il y aurait derrière ça en fait une sorte de conception positive de l'existence, où lorsqu'en fait on est dans une situation de perplexité, d'obscurité, de doute, eh bien ensuite la lumière viendra. Donc c'est une explication, c'est peut-être pas l'origine de cette norme, mais en tout cas c'est comme ça également que nous on l'a vécu dans notre peuple, c'est-à-dire lorsqu'on a eu l'esclavage d'Égypte, ensuite on a eu la liberté, après on a eu la Torah, on a d'abord les ténèbres et après la libération. Donc en vérité c'est ça l'idée donc du monde juif. Comme je l'ai dit, c'est donc une idée de grand espoir. Bien. Alors, à partir de quand commence le Shabbat? À partir de quand commence le Shabbat? A priori, le Shabbat commence à la tombée de la nuit, du 6e jour, puisque le Shabbat, c'est le 7e jour, n'est-ce pas? Or, on a un petit problème. C'est que, à quel moment exactement va tomber la nuit? On a au sein des sages une discussion concernant le moment où va arriver la nuit. Alors, on a en fait la journée. Vous vous rappelez, je vous avais parlé la dernière fois des 12 heures, la journée divisée en 12 heures. Hein. On a la journée, et puis avant le coucher, avant la nuit, c'est-à-dire avant les étoiles, on a un moment qui s'appelle le coucher du soleil. D'accord? En hébreu, ça s'appelle Shkiat Achama. Vous l'écrire? D'accord? C'est un moment qui s'appelle la Shkia. D'accord? La Shkia, c'est le terme qu'on emploie. D'accord? Je vous l'écris en hébreu et en français. Shkiat Achama. D'accord? Shkiat Ha-Chama. D'accord? Chama, c'est quoi Cham en hébreu? Ça veut dire quoi Cham? Ça veut dire c'est chaud. Chaud. Voilà, et donc Chama, c'est le soleil. D'accord? Donc Shkiat Achama, c'est donc le coucher du soleil. Le coucher du soleil se passe toujours avant l'apparition de la nuit. D'accord? C'est le moment qu'on appelle généralement en français le crépuscule. D'accord? Le crépuscule. On a un autre nom pour désigner ce moment qui est Ben Hashmashot. D'accord? Entre les soleils, c'est-à-dire entre le moment où on passe de l'astre du soleil à l'astre de la nuit. D'accord? Pour l'instant, rappelez-vous donc Shkiat Achama. Donc Shkiat Achama, c'est donc le moment qui va se dérouler entre le moment où le soleil disparaît de l'horizon et le moment où on a la sortie des étoiles. Ok? Où on a la sortie des étoiles. Alors, ce moment-là, donc Shkiat Achama, d'accord, et je vous marque Tset Akochavim, c'est le terme de sortie des étoiles, d'accord? Tset Akochavim, d'accord, littéralement, sortie des étoiles. Ok? Je marque également comme ça en hébreu, c'est important de se rappeler des termes en hébreu également.
Tset, la tset, un iotse, d'accord? Tset à Kochavim. Kochavim. Ok? Maintenant, donc il y a un moment qui va passer entre le moment où le soleil se couche, et c'est le début donc de la fin de la journée, et donc le moment où les étoiles vont sortir. Ce moment-là, est-ce que c'est déjà la nuit, et donc le jour d'après, selon le monde juif, ou alors on est encore dans la journée d'avant? D'accord? Eh bien, dans la tradition talmudique, et ensuite donc halachique, ce moment-là, eh bien, il s'appelle un moment de doute. On ne sait pas. On peut considérer ce moment-là comme étant la fin de la journée, d'accord? Mais on peut également considérer ce moment comme étant le début de la nuit, d'accord? Donc c'est un moment qui est en safek, c'est un moment qui est en doute, d'accord? Or, lorsqu'on a un doute dans la halakha, eh bien, on a certains principes comment régler un doute. Et je vais vous les donner, ce sont des principes qu'on verra dans tous les domaines de la halakha, même dans le domaine du Shabbat, dans le domaine des brachot, dans le domaine de la tfila, dans le domaine de la kashrut, d'accord? On a des principes, comment on règle des doutes, d'accord? En hébreu, un doute, c'est un safek, au pluriel sfekot, et sachez que dans la littérature halachique, il y a des dizaines et des dizaines, des centaines de livres qui s'intéressent à dîner sfekot, les lois des doutes, d'accord? C'est vraiment... Alors, maintenant, quand on a un doute, là je vais vous le marquer parce que c'est important aussi, d'accord? Quand on a un doute, si c'est un doute qui est un doute concernant un interdit de la Torah, d'accord? En tout cas, une mitzvah ou un interdit de la Torah, alors on va dire, je vous le dis ici en hébreu pas en araméen, ça fait de Oraita lechumra, d'accord? Je vous l'écris en phonétique, ça fait de Oraita, d'accord? Lechumra, ce qui veut dire quoi? Lorsqu'on a un safek, c'est-à-dire un doute, d'accord? Un doute, safek, qui est un doute de la Torah, c'est-à-dire sur une norme qui est une norme toraïque et pas des sages, d'accord? Un doute dont l'origine est de la Torah. Oraïta, en araméen, c'est la Torah, d'accord? Oraïta. Donc, quand on a un doute qui est selon la Torah, alors on va décider selon la Khumra. On va aller selon la vie rigoureuse. Ok? En gros, en cas de doute, on s'abstient, si vous voulez. En cas de doute en matière de normes halachiques de la Torah, on s'abstient. Ok? Ça se tient en vérité. D'accord? Et on a un autre principe, d'accord, qui lui, eh bien, c'est le même pour une norme qui est une norme, je dirais, des rabbins, d'accord? Ça fait que des rabbanan, d'accord? Ça fait que des rabbanan, les kula, je vous le marque, quand on a un safek des rabbanan, les kula, ce qu'on traduit par lorsqu'on a un doute concernant une norme, d'accord, des rabbins, d'accord, rabbanan, rabbin, d'accord, donc d'origine rabbinique. Alors à ce moment-là, comment est-ce qu'on va régler le problème? Les coups-là, c'est-à-dire on va être plus cool, d'accord? On va donc prendre la vie le plus cool, ok? La vie le plus, je sais pas comment dire cool, quoi. Vous avez compris, ok? Donc là, c'est deux principes qu'on verra dans pas mal d'endroits, d'accord, de la halakha, dans pas mal d'endroits de la halakha. Alors, pourquoi c'est important pour nous maintenant? Parce que, comme je vous ai dit, le moment donc, qui est entre la sortie, entre le coucher du soleil et la sortie des étoiles, c'est un moment qui est en doute. Or, le Shabbat, est-ce que c'est une norme instituée par les rabbins ou une norme instituée par la Torah elle-même? Par la Torah elle-même. On a vu dans le premier cours sur Shabbat, d'accord, les moments où ça apparaît dans la Torah. Ce sont des normes qui sont instituées par les rabbins, par la Torah. Et puisque c'est une norme qui est instituée par la Torah, on va donc appliquer le principe ça fait que Deoraita, les Khumra, n'est-ce pas? On a un doute de la Torah, on va selon la vie le plus rigoureux. Et donc, on va donc faire rentrer le Shabbat à partir du coucher du soleil. Ok? On ne prend pas de risque. Et donc, on fait rentrer le Shabbat à partir du coucher du soleil. Est-ce que c'est clair? Oui? Oui. Alors, c'est clair. Et c'est donc ce qui va se passer pour l'entrée du Shabbat, le vendredi.
Donc, on va faire rentrer le Shabbat alors qu'il fait encore jour. D'accord? Et c'est également vrai pour la sortie du Shabbat. D'accord? Quand on va arriver à la fin du Shabbat, attendre la sortie des étoiles, d'accord? 3 étoiles, justement alors qu'on a également samedi soir un moment qui est entre le coucher du soleil et entre la sortie des étoiles, eh bien, on va considérer qu'uniquement la sortie des étoiles, ça sera pour nous le signe que la nuit est véritablement là. OK? Donc ça, c'est le principe qu'on a donc juste avant Shabbat concernant les horaires du Shabbat. Alors, évidemment, là, je vous ai fait ça assez rapide, d'accord, pour ne pas compliquer les choses. On a une mitzvah qui, la veille de Shabbat, eh bien, nous demande de faire rentrer le Shabbat, non pas à l'heure où Shabbat va rentrer, c'est-à-dire au moment du coucher du soleil, mais avant. Donc, au niveau de la halakha, le Shabbat rentre, je dirais objectivement, au moment où va se coucher le soleil. D'accord? Mais les sages les sages, c'est aussi une mitzvah de la Torah en vérité. D'accord? C'est une mitzvah de la Torah également, que chacun d'entre nous, au niveau subjectif, d'accord, rajoute un moment où il va considérer que c'est lui qui va faire rentrer le Shabbat. Si vous voulez, pour rentrer le Shabbat et pour faire sortir le Shabbat, on a 2 éléments. On a une dimension objective, d'accord? C'est donc ce que j'ai raconté sur le soleil et les étoiles. On a une dimension subjective pour que la chose ne reste pas uniquement, voyez, quelque chose d'objectif lié au temps. C'est moi qui fais rentrer le Shabbat également. D'accord? Je ne peux pas dire que je fais rentrer le Shabbat samedi matin. Ça n'a pas de sens. D'accord? Je vais faire rentrer le Shabbat au niveau subjectif avant, justement, que le soleil se couche. Mais cette mitzvah-là s'appelle Tosefet Shabbat. Vous le marquez. D'accord? Une mitzvah qui s'appelle Tosefet Shabbat. Et je vais en dire quelque chose un petit peu. D'accord? Je vous l'écris en hébreu. Tosefet Shabbat. C'est-à-dire littéralement, c'est quoi Tosefet? Est-ce que vous connaissez un mot qui vient du mot Tosefet? La Tosefta? Ah ouais, pas mal. Qui c'est qui a dit ça? Yitzhak? Ouais. Pas mal. Ok, d'accord, je vais en dire quelques mots. Très bien. Encore un autre mot, il y a un interdit de la Torah qu'on connaît pas mal, qu'on connaît bien et qui est également basé sur un mot qui est lié à Tosefet. Baltosif, ça vous dit quelque chose, Baltosif? Baltosif, c'est l'interdit de rajouter des mitzvot à la Torah. La Torah a dit de faire A, c'est pas ABC. D'accord? Exemple. La Torah nous dit de nous asseoir dans la soukha, d'accord, dans la soukha, 7 jours, pas 8. Et donc, le dernier jour de Sukkot, qui est Shmini Atzeret, on n'est pas dans la soukha. Mais on n'a pas le droit de manger dans la soukha. Ce n'est pas uniquement qu'on n'y est pas parce qu'on n'a pas l'obligation. On n'a pas le droit. Pourquoi? Baltosif. C'est comme si tu rajoutais à ce que la Torah t'a demandé. D'accord? Tu n'as pas le droit de rajouter. Dans ce cas-là, on peut rajouter, on peut faire un Shabbat plus long et on ne pourrait pas faire rester plus longtemps dans la soupe. Ah, une bonne question. Parce que là, on n'est pas en train de rajouter une mitzvah ou autre chose. Là, c'est la Torah elle-même qui nous demande de prendre sur nous, de recevoir le Shabbat un peu avant. D'accord? Le Baltosif, c'est lorsque la Torah ne demande pas. Mais lorsque la Torah elle-même te donne la mitzvah de recevoir le Shabbat avant, à ce moment-là, tu peux le faire. D'accord? Alors, uniquement, sachez, c'est très intéressant. On apprend ça de Yom Kippour, mais je ne vais pas maintenant en parler à ce moment-là. Alors, donc cette mitzvah s'appelle Tosefet Shabbat. D'accord? Ou alors, dans un autre terme, l'osif michol à la kodesh. On rajoute, d'accord, un peu de sainteté. Je rajoute dans ma vie, j'avance un petit peu l'entrée du Shabbat et j'y rajoute un peu de sainteté. Et sachez que c'est également vrai pour la fin de Shabbat. D'accord? Je voudrais dire quelques mots juste après. D'accord? C'est en fait une sorte de manifestation, je veux dire d'expression, que le Shabbat nous est cher. D'accord? C'est pas uniquement je fais rentrer Shabbat comme on me dit. On m'a dit de faire rentrer à telle heure, ça y est. Non. Le Shabbat m'est important, m'est cher, et donc je vais y donner une partie de mon temps, et je vais le consacrer, d'accord, au Shabbat. C'est donc vraiment, on va dire, un signe d'affection, d'accord, si vous voulez. Un peu comme un invité que je vais aller recevoir, d'accord, et je vais le faire rentrer chez moi un peu avant, pas attendre qu'il arrive et qu'il tape à la porte, je vais vraiment aller le chercher en bas, vous voyez, je vais vraiment avoir plus d'attention
envers lui. Alors, maintenant, combien de temps c'est cette Tosefet Shabbat? Sachez que dans les décisionnaires, d'accord, dans les décisionnaires, alors on a au moins 12 avis. Combien de temps avant l'entrée du Shabbat objective je dois rajouter quand je veux faire rentrer le Shabbat? 1 heure. Alors, voilà, il y en a qui disent 1 heure. Maintenant, il y a au moins 12 avis et chacun a une raison, évidemment. D'accord, il y en a qui disent 1 heure, il y en a qui disent 12 minutes, il y en a qui disent 16 minutes, d'autres qui disent 18 minutes. Il y a plusieurs avis. Mais je vais vous donner ce qu'on dit généralement, comme on dit, au niveau halachique pratique. D'accord? Au niveau de la pratique halachique, qu'est-ce qu'on a l'habitude de faire? Alors, concrètement, quelques instants avant le coucher du soleil, les femmes ont l'habitude d'allumer les nérots de Shabbat, les bougies de Shabbat, d'accord, quelques minutes avant le coucher du soleil. Les femmes ont l'habitude de recevoir donc la Tosefet Shabbat, d'accord, à ce moment-là. D'accord, à ce moment-là. Quand on est à Jérusalem, sachez-le, à Jérusalem, on fait rentrer Shabbat 40 minutes avant le coucher du soleil. C'est ce qu'on appelle Minhag Yerushalayim. D'accord? C'est l'usage de Jérusalem. On en parlera une prochaine fois, quand on parlera du statut de Jérusalem. À Jérusalem, il y a des minhagim bien spéciaux. Il y a des usages bien spéciaux concernant Shabbat, et même concernant, par exemple, concernant, par exemple, le cimetière. D'accord? À Jérusalem, par exemple, il y a un usage qui est assez discuté, que lorsque, à 120 ans, le papa décède, eh bien, le fils ne marche pas derrière sa dépouille pour le monter au cimetière. On va au moment où on fait donc les oraisons funèbres, d'accord, les spèdes, mais le fils ne marche pas derrière eux. Certains disent que c'est un minhag de Jérusalem, d'autres refusent. Ils disent oui, Shmuel. Seulement à Jérusalem. Comment? Seulement à Jérusalem. Alors, oui. Alors, non. Il y en a qui disent que c'est le minhag de Yerushalayim et également à Petar Tikva. D'accord? À Petar Tikva, en Israël. Mais sache que c'est un minhag qui est extrêmement discuté. Et certains disent que ce n'était pas un vrai minhag, c'est-à-dire c'est une communauté bien spécifique qui est à Jérusalem et qui a en fait voulu, on va dire, appliquer ça à toutes les autres communautés, alors qu'en fait, ce n'était pas le minhag de Jérusalem, c'est le minhag de telle communauté, le minhag irakien et pas de toutes les communautés. Donc c'est discuté, mais pour vous donner un exemple, d'accord? Certains vous diront, minhag Yerushalayim, on ne fait pas, d'accord? Donc le minhag à Jérusalem, c'est d'allumer les nérots de Shabbat 40 minutes avant le coucher du soleil. D'accord? À Haïfa, on allume 30 minutes. D'accord? Et à Tel Aviv, 20 minutes. D'accord? Quand vous voyez sur les calendriers l'heure d'entrée de Shabbat, faites attention une prochaine fois. Vous allez voir que les heures sont différentes entre Jérusalem, Tel Aviv, Haïfa. Vous allez vous dire, c'est bizarre quand même, le soleil, il n'est pas. C'est pas, enfin, Jérusalem, c'est pas si loin de Tel Aviv. C'est pas loin comme, on va dire, Jérusalem et New York, vous voyez? Pas trop loin. Et bien pourtant, parce que ce sont des minagim. Ce n'est pas lié à un calcul astrologique, d'accord, astronomique, quand le soleil se couche là par rapport à là-bas. C'est lié à un minag. D'accord? Donc, les femmes, généralement, ont l'habitude de rajouter la Tosefet Shabbat au moment où elles allument les nérotes. D'accord? Comment ça marche? Généralement, d'accord, on le dit. D'accord? Mais ça, je vais vous dire dans 2 secondes après. On le dit. D'accord? On a une phrase à dire ou une pensée à avoir. Bien. Quand est-ce que les hommes, eux, vont recevoir la Tosefet Shabbat? D'accord? Parce que quand on va à la synagogue, je vous rappelle, on va à la synagogue Shabbat soir et on doit faire également Mincha. C'est ça? Donc si l'homme fait la Tosefet Shabbat au même moment que son épouse, d'accord? Il y a un petit bruit là. Ce que je disais. Oui, les hommes doivent faire mincha à la synagogue. Donc si monsieur accepte, fait la Tosefet Shabbat, fait rentrer Shabbat au même moment que son épouse, lorsqu'il va partir à la synagogue, comment il pourra faire mincha? Parce qu'a priori, il a déjà fait rentrer Shabbat. Comment il pourra faire mincha, qui est la prière donc du vendredi après-midi? Or, s'il a déjà fait rentrer Shabbat, pour lui, c'est déjà Shabbat. Il ne peut pas faire la prière, d'accord, de vendredi après-midi, c'est déjà Shabbat pour lui. Alors, comment ça marche, d'après vous? Vous avez une idée? Vous avez une idée comment on fait, les hommes?
Alors, généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on va à la synagogue, d'accord? Et si on a le temps de faire mincha, on fera la Tosefet Shabbat après mincha, à la synagogue. Si jamais on n'a pas le temps, parce que ils vont à la synagogue faire mincha après le coucher du soleil, d'accord? Alors, certains disent, on fera mincha tout seul, d'accord? On fera mincha tout seul. Pourquoi? Parce que la mitzvah de rajouter un moment de Shabbat, Tosefet Shabbat, est une mitzvah de la Torah. La mitzvah de faire mincha en minyan, avec l'assemblée, est une mitzvah des sages, des rabbanan. On va donc préférer accomplir une mitzvah de la Torah, d'accord, Tosefet Shabbat, plutôt que de faire une mitzvah des sages. Vous êtes avec moi? Vous me suivez ou pas? Lauriane, tu me suis? Oui. D'accord? Oui. Voilà. Donc, ça, c'est donc l'idée qu'on a. Maintenant, si jamais on a un petit problème par rapport à ça, alors, il y en a d'autres qui disent que même si l'homme a reçu Tosefet Shabbat, d'accord, avant Mincha, il pourra faire Mincha après. Parce qu'au fond, quand il a fait Tosefet Shabbat, c'est pas qu'il a déclaré maintenant c'est Shabbat. C'est qu'il a déclaré que à partir de maintenant, il ne fera plus de Melachot, il ne fera plus de travaux interdits. D'accord? Mais bon, sachez qu'on a donc plusieurs possibilités. Halacha le maaseh, c'est-à-dire pratiquement qu'est-ce qu'on fait? On essaye de faire mincha avant le coucher du soleil, même seul, d'accord, pour pouvoir faire Tosefet Shabbat. Ah, on a oublié, on va à la synagogue, on essaye de faire rapidement mincha le plus vite possible, et au plus tôt on fait Tosefet Shabbat. Ok? On fait généralement Tosefet Shabbat avant Shkiat HaChama, avant le coucher du soleil. Mais si quelqu'un arrive à la synagogue et le coucher du soleil est déjà passé, alors dès qu'il peut, il rajoute. D'accord? Parce que dans tous les cas, Shabbat va rentrer, c'est un doute. D'accord? Peut-être ça va rentrer à la sortie des étoiles. Ok. C'est bon pour ça? Oui. À la fin du Shabbat, on fait également Tosefet Shabbat, comme je l'ai dit. C'est-à-dire qu'on a le moment donc du coucher du soleil et la sortie des étoiles. On va faire sortir Shabbat à la sortie des étoiles. Et pour être certain qu'on est vraiment en pleine nuit et qu'on n'est pas encore un petit peu dans la journée de Shabbat, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On dit, on va chercher 3 étoiles petites, d'accord? Parce que c'est plus difficile à voir, groupées. Et donc, c'est pour ça qu'on dit que pour que Shabbat soit sorti, on regarde vraiment en même temps, en une seule vision, on attrape 3 étoiles, on les voit, et à ce moment-là, on est certain que le Shabbat est sorti. OK? On a un autre rabbin, qui est le rabbin qui s'appelle Rabbeinu Tam. Vous vous rappelez de Rabbeinu Tam, on avait parlé de lui déjà? Vous avez évoqué lorsqu'on parlait des téphilines. On avait une fois posé une question sur les téphilines de Rashi et les téphilines de Rabbeinu Tam, les différentes façons d'organiser les parchemins à l'intérieur des boîtes des téphilines. J'avais dit qu'il y avait une façon que Rashi avait préconisée et une autre façon que son petit-fils, Rabbeinu Tam, avait préconisée. Eh bien, sachez que là, on a également un avis qui est celui de Rabbeinu Tam, d'accord, qui lui considère que la nuit, eh bien, elle sort véritablement encore 1 heure et quelque chose après la sortie des étoiles. Et donc, il y a certaines personnes qui, le samedi soir, vont faire sortir Shabbat 1 heure et quelque chose, 1h10, 1h15, après la sortie des étoiles. D'accord? Pour être certain qu'on est vraiment pendant la nuit. On n'a pas l'habitude, tout un chacun, d'aller selon l'avis de Rabbeinu Tam sur ce sujet-là. D'accord? On n'a pas l'habitude, mais je vous le donne au cas où vous avez des personnes qui d'un coup, vous voyez que le Shabbat sort selon votre horaire et vous vous rendez compte qu'ils continuent et puis ils ne sont pas encore prêts à faire sortir le Shabbat. C'est peut-être parce que justement, ils adoptent l'avis de Rabbeinu Tam. Ok? Vous avez des questions pour ça? Il n'y a pas de questions? Ok. Alors on continue. Comment est-ce qu'on fait cette mitzvah de Tosefet Shabbat? Comment concrètement je fais? Alors, je vais vous donner un avis qui apparaît dans la littérature halachique et moi qui m'a vraiment que j'avais aimé. On ne tranche pas comme ça la halakha, mais c'est un avis. Allez, qu'est-ce que veut dire Tosefet Shabbat? Ça veut dire que je vais maintenant dire c'est Shabbat. À partir de maintenant, je rentre dans Shabbat. Alors, un avis donc d'un rabbin qui s'appelle le Shiltei Giborim nous dit la chose suivante. Si tu vois ton ami 1 heure avant Shabbat, donc c'est vraiment Shabbat bientôt, quoi. Toi, tu es prêt, tu es déjà habillé, d'accord? Et tu lui dis, hey, Shabbat Shalom. Quelque part, en disant Shabbat Shalom, d'accord? C'est comme si tu avais déjà sanctifié le Shabbat. C'est presque comme si tu avais déjà dit, tu avais fait le kiddush.
D'accord? On ne tranche pas comme ça la halakha. Mais l'idée, elle est intéressante. Dès lors que quelqu'un, avant Shabbat, dit Shabbat Shalom, il a déjà déclaré que maintenant c'est Shabbat, il a déjà fait le Kiddush Hayom, d'accord? Il a déjà déclaré le Kiddush. Mais comme je vous l'ai dit, on ne tranche pas comme ça la halakha. Alors, comment est-ce qu'on fait la Tosefet Shabbat? Alors, généralement, d'accord, je vais vous marquer la phrase qu'on dit. On a une phrase qu'on dit, d'accord? Je vais effacer tout ça, ok? On a une phrase qu'on dit, d'accord? Vous allez voir, c'est, je vous la marque en français et en hébreu. D'abord en hébreu, Ineni mekabel al atzmi, kedushat Shabbat. D'accord? Vous comprenez en hébreu ce qui est marqué? Je vous le dis. Ineni, c'est quoi Ineni? Moi, Ani. D'accord? Ani. Mekabel, c'est-à-dire je reçois. Al atzmi, sur moi. D'accord? Hein? Mekabel al atzmi, kedushat Shabbat. C'est quoi kedushat Shabbat? Ça vous devez savoir. La sainteté de Shabbat. La sainteté du Shabbat, d'accord? Donc, généralement, pour rajouter ça, et chacun d'entre nous doit le faire, hein? Donc, imaginez-vous, on est avant Shabbat, 2 minutes, 10 minutes avant Shabbat, on s'arrête à Réni Mekabed Alatzmik du Shabbat, d'accord? Je reçois sur moi la sainteté du Shabbat. Et je vais vous dire pourquoi, parce que je n'ai pas beaucoup parlé de ça. La Tosefet Shabbat, à mes yeux, c'est une mitzvah très belle. Parce que comme on le sait, avant Shabbat, on est toujours en balagan. On est toujours en retard avant Shabbat. Enfin, c'est rare qu'on soit à l'heure. On a toujours encore un petit machin à faire à la maison. Et on va vérifier qu'on a vraiment mis la plaque, qu'on a vraiment branché la minuterie, et on s'est vraiment douché, on s'est rasé, on a tout fait. D'accord? Et quand on sait que Shabbat rentre, allez, disons, à 19h, alors dans la tête, on se dit, c'est bon, j'ai encore jusqu'à 19h. D'accord? Et donc, on rentre à Shabbat, on n'a pas eu le temps de se poser, de souffler, d'accord? Et hop, on rentre en mode Shabbat. C'est pas possible. Quand on rentre en mode Shabbat, on avait vu ça la dernière fois avec les questions que j'avais proposées, on souffle avant. On ne peut pas rentrer dans Shabbat comme ça, comme dans un moulin. D'accord? C'est pas possible. On doit souffler, on doit respirer, on rentre dans Shabbat serein. D'accord? Sinon, on n'a pas de temps de pause, c'est pas possible. Donc déjà, on a l'habitude de faire comme ça. Areni, Ineni Mekabed Alatzmi, Kedushat, Shabbat. D'accord? Certains considèrent que je n'ai pas besoin de le dire. Uniquement si je le pense, ça suffit. Dans ma tête. D'accord? Uniquement dans ma tête, si je le pense, ça suffit. Alors, ce qui est sûr, c'est que dès lors qu'on a dit ça, si j'ai dit ça à ma guide un quart d'heure avant Shabbat, d'accord? J'ai reçu que c'est fait Shabbat, à partir de ce moment-là, je ne peux plus faire de choses interdites. D'accord? C'est pas que je l'ai dit qu'après je continue à faire mes travaux de préparation de Shabbat. Non. Dès lors que j'ai fait ça, après, je ne peux plus faire de choses interdites. D'accord? Alors, donc comme on l'a dit, quand une femme, elle va... Pardon, j'ai une question. Oui. La phrase, on l'a dit quand on allume les bougies ou pas du tout? Alors, c'est ce que je veux dire justement tout de Ah, suite. d'accord. Alors, quand une femme, elle, allume les bougies, d'accord? Elle mentionne le Shabbat déjà. Parce que tu allumes les bougies, tu dis la Vikner chez le Shabbat. D'accord? Et tu vas allumer les bougies justement avant Shabbat, puisqu'on l'allume avant le coucher du soleil. Donc en vérité, certains considèrent que puisque tu as déjà mentionné le Shabbat, en allumant les bougies, et on est déjà avant, d'accord? Donc, eh bien, c'est pas la peine de le dire. Mais si une femme veut le dire, d'accord? Donc, ineni mekabelet pour une femme. Ineni mekabelet. D'accord? Je reçois sur moi Gdushat à Shabbat, ou alors le penser dans son cœur, eh bien, on peut le faire. D'accord? Ce qui est sûr, c'est que dès qu'une femme allume les bougies, maintenant, tu comprends pourquoi une femme ne peut pas dire ça avant d'allumer les bougies? Parce que si elle dit ça avant d'allumer les bougies, elle a déjà reçu le Shabbat. Si elle a déjà reçu le Shabbat, elle ne pourra pas allumer les bougies. Donc, nécessairement, la Tosefet Shabbat pour une femme qui allume les bougies doit venir au moment où elle allume les bougies. D'accord? Parce que, voilà. Mais après, à ce moment-là, a priori, une femme qui a allumé les nérotes, d'accord? Une fois qu'elle a allumé les nérotes Shabbat, après, elle ne peut plus faire de travaux interdits, n'est-ce pas?
Dès lors qu'une femme a allumé les nérodes Shabbat, pour elle, Shabbat est rentré. Alors sachez qu'au niveau halachique, il y a les deux possibilités. D'accord? Généralement, quand une femme a allumé les bougies, elle ne fait plus de travaux interdits. D'accord? Certains considèrent que si elle a fait une condition, elle a dit, bon, je vais maintenant allumer les bougies parce qu'après, je n'aurai peut-être pas le temps ou je vais oublier, mais je vais quand même faire encore quelques travaux après. Certains considèrent que c'est possible. D'accord? Pratiquement, halakha le maaseh, même si les deux avis apparaissent, d'accord? On a l'habitude que dès qu'une femme allume les bougies, elle fait rentrer Shabbat. Elle peut par contre demander à son shaouch, qui est souvent son mari, dans ces cas-là, d'accord? Elle peut encore demander à son mari, eh bien, de faire telle ou telle tâche tant que lui n'a pas fait encore rentrer Shabbat. De là, vous comprenez que les maris intelligents sont scrupuleux de faire rentrer Shabbat avant madame. Comme ça, ils sont pépères, ils sont tranquilles. Non, je rigole. Ça, c'est vraiment, encore une fois, utiliser la halakha pour se débarrasser d'obligations, ce qui ne nous convient pas. Ok. Alors, à quel moment les hommes, généralement, font Tosefet Shabbat? Donc, les femmes, on a dit, c'est pendant qu'on a eu les rotes de Shabbat. Les hommes, c'est quand, généralement? D'accord? Alors, on peut le faire avant, évidemment. On peut le faire, comme je dis, à Mincha. Mais généralement, on le rajoute au moment où on fait, vous savez, quand on fait les chadodi, à la fin de l'echadodi, on a le moment où on se retourne. Vous voyez, dans la synagogue, Boï Beshalom, Ateret Baala, vient avec paix, Ateret Baala, Gambe Simcha Ufsaala, et on dit après, Boï Kala, Shabbat Malketa, vient la Kala, la fiancée, qui est le Shabbat. D'accord? Rentre la fiancée. À ce moment-là, généralement, l'homme fait Tosefet Shabbat. D'accord? C'est bon uniquement si, vous avez compris, Shabbat n'est pas encore rentré. D'accord? Si on est déjà en pleine nuit, alors il fallait le faire bien avant. Ok? On peut le dire également à ce moment-là. Soit on le pense et on dit Boïkala Shabbat Malketa, soit on dit à ce moment-là, dans notre bouche, Ineli Mekabel Alatmi Kedushat Shabbat, ou alors je le dis dans ma tête. Ok? Est-ce que c'est clair? C'est bon? Oui. Ok. Oui. Bon, alors voilà, c'est bien. Il y a une question qui est souvent posée, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Bon, en fait, j'ai répondu. Est-ce qu'on peut faire mincha après avoir reçu Tosefet Shabbat? Est-ce que je peux faire mincha après avoir reçu Tosefet Shabbat? Des fois, on arrive à la synagogue. C'est souvent comme ça en Israël, en tout cas. On arrive à la synagogue, on a déjà fait Tosefet Shabbat à la maison, et ils font mincha à la synagogue. Et moi, j'ai déjà fait Tosefet Shabbat. Comment je peux faire mincha? D'accord? Alors, encore une fois, on peut faire mincha, généralement, puisque dans ma tête, quand je fais Tosefet Shabbat, je me dis uniquement que je ne vais pas faire de melachot à sourot. D'accord? Donc, c'est interdit. Maintenant, si jamais j'arrive à la synagogue, et c'est vraiment déjà la nuit, d'accord? Et que moi, j'ai déjà fait Tosefet Shabbat, j'ai raté mincha. Ok? J'ai raté mincha. Je ne peux pas faire mincha. Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire 2 fois Arvit. Est-ce que vous connaissez ce principe? Je vais vous en dire un mot maintenant, si vous voulez bien. On doit faire combien de prières on fait par jour? Les hommes? 3. 3 prières. La première, c'est Quand on se réveille, Shacharit. D'accord? Première Shacharit. quand on est habillé, Attends, non, d'abord les 3 prières de la journée. La première, c'est Shacharit le matin. D'accord? La deuxième, c'est Mincha. N'est-ce pas? L'après-midi. La troisième, c'est Arvit. Ou alors Ma'ariv. Rad, excusez-moi, quand on se réveille le matin, avant de s'habiller et avant, on dit quand même Modéani Lefanecha. Oui, oui, bien sûr. Là, je te parle des 3 prières de la journée qu'on fait à la synagogue. Ok. D'accord? Shacharit, Mincha et Arvit. Ok. Maintenant, supposez que pour une raison qui ne soit pas dépendante de ma volonté, d'accord, j'ai raté Shacharit. J'ai raté. Je n'ai pas pu faire la prière de Shacharit. Qu'est-ce qui se passe? Alors, on dit que je vais faire 2 fois Mincha. D'accord? Je vais faire 2 fois Mincha si j'ai raté Shacharit.
D'accord? Ça s'appelle Tfilat Tashlumim. D'accord? Tashlumim. C'est une prière qui est comme un tashlum. D'accord? C'est une compensation. Mais Rav, j'ai Oui, une question en fait. C'est juste 2 fois la Hamida, comme j'ai compris. oui, oui, oui. Bien sûr, tu Ah. dois Shacharit. C'est-à-dire que tu as raté la Hamida de Shacharit. À Mincha, tu vas faire 2 Hamidas. D'accord? La première sera celle pour Mincha, parce qu'on fait d'abord la Hamida du moment de la Tfila. Et la deuxième, ça sera en fait pour remplacer celle qu'on a ratée le matin. On va faire la deuxième, ça va être Shacharit du matin. Ok? Si j'ai raté Mincha, pour une raison qui est indépendante de ma volonté, je vais faire donc 2 fois Arvit. Ok? Bon. Si j'ai raté Arvit, est-ce que je vais faire le lendemain matin? Non. D'accord? Non. De plus, je vous dis également, si j'ai raté Shacharit et Mincha, imaginez-vous, j'ai raté la prière de Shacharit, j'ai raté la prière de Mincha. Est-ce que le soir, je vais faire Tashlumin? Non. D'accord? Il n'y a pas de Tashlumin, c'est qu'une prière après. Bon. Pourquoi je vous raconte ça? D'accord? C'est pour vous dire que donc, ce cas-là dont je parlais, quelqu'un donc, qui n'a pas fait Mincha la veille de Shabbat, d'accord? Eh bien, il va faire à ce moment-là 2 fois Arvit. Seulement, qu'est-ce qu'il va faire comme Arvit? Qu'est-ce qu'il va faire comme Arvit? Vous êtes avec moi ou pas? J'ai la Hamida de la semaine et j'ai la Hamida de Shabbat. Est-ce que c'est la même? C'est pas la même. Et donc, si moi je vais rater Mincha, Mincha c'est Mincha de la semaine. Et après, je fais la prière de vendredi soir qui est de Shabbat. Comment après je vais faire la prière de Mincha une deuxième fois? Alors en fait, je ne fais pas la prière de Mincha, je fais 2 fois la Hamida, 2 fois la Hamida de Harvit. Ok? Bon. On reviendra à ça plus tard. D'accord? Sur cette question de Tfilot et Tashlumin. Ok? Bien. Pour cette question de Tosefet Shabbat, ça va aller, on va s'arrêter là. Est-ce que jusqu'à maintenant vous avez des questions? Hein, vous êtes bien silencieux. Non, vous n'avez pas de questions? Non. Ok, et bien s'il n'y a pas de questions, on continue. Et on aborde maintenant la question de Adlakat Nerot. C'est quoi Adlakat Nerot? C'est l'allumage des bougies. D'accord? Adlakat, on le marque ici. Adlakat Nerot. Ok? Adlakat Nerot. Adlakat Nerot, c'est donc l'allumage des bougies de Shabbat. Ok. Pourquoi on allume les bougies de Shabbat? Je vous avais dit la dernière fois un avis. On a 3 raisons principales. D'accord? On a 3 raisons principales. Est-ce que vous vous rappelez d'abord de la raison que je vous ai donnée la dernière fois? Pourquoi on allume les bougies de Shabbat? Vous vous rappelez? Allez, essayez de réfléchir. Donc on allume des bougies, c'est ça? Pourquoi on allume les bougies avant Shabbat? Pourquoi on Bah, fait c'est pour accueillir le Shabbat, en fait. Oui, mais tu peux l'accueillir avec les trompettes, avec, je sais pas moi, avec Ah, avec bah, un- d'abord, c'est une mitzvah rabbinique, en fait. C'est l'une des 7 mitzvahs rabbiniques, je crois. des mitzvahs rabbiniques, c'est vrai. Mais pourquoi pourquoi on allume des bougies? Enfin, on allume une flamme, donc, d'accord? Une lampe avant Shabbat. Pourquoi accueillir Shabbat? Bah, c'est symbolique. Oui, c'est sûr que c'est On symbolique. s'imprègne de la lumière de Non. Shabbat, c'est ça? C'est pas que symbolique. Alors, première raison, écoutez bien, c'est par rapport à l'honneur qu'on doit au Shabbat. D'accord? Shabbat, on doit le respecter. Ça s'appelle Kvod HaShabbat. Kavod. D'accord? On doit respecter le Shabbat. Kvod HaShabbat. Ok? C'est le cœur, ça vient du cœur. Kavod. 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 Kavod, c'est le cœur. Non, tu confonds avec Kaved, qui est le foie. Et le cœur, comment on dit? Lève. Ah, ok. Lève. D'accord? Mais je crois savoir d'où vient ta réaction. Et quand on dit kol hakavod, Ça veut dire bravo, tout l'honneur. Kol hakavod. D'accord? Kol hakavod. Alors, donc, d'abord, c'est par rapport au kvod à Shabbat, c'est-à-dire au Shabbat. Pourquoi? Parce que c'est important que le Shabbat, eh ben, le repas soit éclairé. Maintenant, vous allez voir qu'en fait, plusieurs raisons étaient liées aux situations d'avant où on n'avait pas de lumière.
D'accord? Donc, il fallait que le Shabbat, la table soit éclairée. Donc, d'abord, c'est pour le kavod. Imaginez-vous, on mange comme des rats sur une table comme ça, on pas ce qu'on prend dans la main, on ne sait pas comment on mange. C'est pas beau. Donc, d'abord, c'est pour avoir du kavod. Deuxième chose, c'est pour le oneg. Une mitzvah de la Torah, c'est oneg Shabbat. D'accord? Oneg. Le Shabbat, on doit avoir du plaisir. D'accord? Le délice. C'est pour ça qu'on mange bien. C'est pour ça qu'on va un peu dormir. D'accord? Je vous rappelle que le vendredi soir, c'est une mitzvah que les époux aient des relations intimes. D'accord? Ça veut dire que le Shabbat, ce n'est pas uniquement un moment, on va dire, de délectation intellectuelle. D'accord? C'est également le corps qui est là. Donc, en vérité, deuxième raison, c'est pour le Oneg Shabbat. Parce que quand je ne vois pas ce qui se passe autour de moi, eh ben, je ne suis pas bien. D'accord? Je veux voir ce qui se passe autour de moi. Je veux voir ma maison. Je veux voir mes meubles. Je veux voir, vous voyez, ça, c'est un peu le moment où on regarde autour de soi. C'est pour ça aussi que Shabbat, on ne rentre pas dans le Shabbat. Je ne vais pas parler de ça, ça me paraît tellement évident. Mais on ne rentre pas dans le Shabbat quand la maison, c'est une porcherie. D'accord? Rentrer Shabbat et la maison, c'est une porcherie, ce n'est pas Shabbat. D'accord? On doit absolument faire un effort pour arranger la maison, pour que ce soit beau, que ce soit propre. C'est une mitzvah. D'accord? C'est une mitzvah de faire ça. Et troisième raison, on avait dit ça, c'est pour le Shalom Bayit. D'accord? Littéralement, Shalom Bayit, Shalom La Bayit, paix dans la maison. la paix dans le foyer, la paix dans la maison. C'est-à-dire la paix entre les Les conjoints, époux. entre les Conjoints. époux. D'accord? C'est-à-dire en fait que on veut que dès lors qu'il y a de la lumière, d'accord, eh bien, on est calme, la lumière amène, tamisée, amène une ambiance sympathique, et donc, quelque part, ça évite la colère. D'accord? Ça évite la colère. Donc, ça, c'est les trois raisons. On résume. Première raison, kavod, kvod à Shabbat. Deuxième raison, oneg Shabbat. Troisième raison, shlom bayit. OK? Très bien. Supposons que je n'ai pas beaucoup d'argent. Je n'ai pas beaucoup d'argent. D'accord? Et je n'ai pas assez d'argent pour acheter à la fois des lumières, pour allumer des lumières de Shabbat, et pour acheter du pain, et pour acheter du vin. D'accord? Je n'ai pas assez. Qu'est-ce que je vais faire? Quel va être mon ordre de priorité? Le pain, je crois. Ouais, c'est le pain. D'abord du pain. Pourquoi d'abord du pain? Parce qu'on peut faire la prière du pain à la place de celle du vin. Voilà, parce que je peux À faire Motilechem. parce que je peux faire kidouche sur le pain. Et à Motilechem. Voilà. Mais pourquoi je peux faire? Je vais le dire une seconde. D'abord, je vous donne l'ordre et après j'explique. D'accord? Donc d'abord du pain. Après, on achète. Donc première chose, j'achète du pain. Après, une bougie s'il faut. Ça suffit, une bougie. Et après, du vin. OK? Maintenant, j'explique pourquoi. Pourquoi d'abord du pain? D'abord parce que le pain, c'est l'élément principal. D'accord? Quelqu'un qui n'a pas beaucoup à manger, qui n'a pas beaucoup d'argent, le pain, c'est un élément principal. Quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'argent ne va pas s'acheter, je sais pas moi, du saumon, d'accord, ou un truc qui coûte cher. Il va s'acheter quelque chose qui est nourrissant, qui est nutritif. Le pain, c'est un élément nutritif. Donc d'abord, parce qu'on n'a pas le droit de jeûner pendant le Shabbat. D'accord? On n'a pas le droit de jeûner. Donc d'abord, tu achètes du pain pour être certain que tu n'as pas la dalle. D'accord? Tu as bien mangé, tu es bien à l'aise. Ça, c'est un. Si après avoir acheté du pain, il reste encore un peu d'argent, alors on va acheter au moins une bougie pour s'éclairer. D'accord? Et c'est après uniquement qu'on va acheter du vin pour le kidouche. Alors, parce qu'en cas de nécessité, on peut faire le kidouche sur du pain. D'accord? On peut faire, parce que c'est quoi le kidouche? Rappelez-vous, on le verra après bien sûr en longueur, mais c'est quoi le kidouche? Littéralement, on avait parlé de ça quand on allait avant Sukkot, vous vous rappelez? La sanctification de Shabbat. Hein? La sanctification de Shabbat. Exactement. Quand on avait parlé du kidouche du soir de Sukkot, on avait dit que le soir, quand on fait le kidouche le soir de Pessah, le soir de Shabbat, le soir de fête, on a toujours deux bénédictions. On a le Geffen, d'accord, donc la bracha sur le vin, sur le jus de raisin, et après on a le kidouche Ayom. Vous vous rappelez? La bénédiction du jour. Donc le soir de Shabbat, je vais avoir Boré Priya Geffen sur le vin, et après kidouche Ayom, c'est-à-dire Mekadesh à Shabbat. D'accord? Un paragraphe qu'on dit pour sanctifier le jour du Shabbat. C'est-à-dire, je déclare que ce jour-là n'est pas un jour comme les autres. Ok? Mais ça, je peux le faire également sur du pain.
D'accord? Le fait de déclarer le Kiddush Hayom sur du vin, c'est un décret des sages. D'accord? De la même façon qu'on a donné du respect pour le pain, qui est un aliment important, d'accord? L'aliment solide le plus important, on va également donner du respect au vin, qui est l'aliment liquide le plus important. Et on Ça peut veut se dire passer du vin. on ne fait pas Geffen, on fait que Kiddush Hayom. Alors, tu fais Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam, Amotzi lechem min haaretz, et après tu fais Kiddush Hayom. C'est pas le Geffen. Le Geffen, tu fais que c'est du vin. D'accord? Donc ça, c'est l'ordre qu'on va avoir. Ok? Donc, du pain, après une bougie, et après du vin. Ok? Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on aurait pu dire, d'abord on fait le pain, après on fait le vin, et après la bougie. D'accord? On aurait pu dire une telle chose, n'est-ce pas? Pourquoi le vin vient après la bougie? Parce que le vin, on peut le remplacer par quelque chose, alors que la Exactement. bougie. Là, on comprend bien. Alors qu'en fait, la bougie, elle, la lumière, elle a quelque chose qui n'est pas lié au Kiddush Hayom. D'accord? C'est Kavod, rappelez-moi, le Kavod, le Oneg et le Shlom Bayit. C'est quelque chose qui n'est pas remplaçable. Ok. Ensuite. Bon, il y a toutes choses qui sont importantes, qui sont dites. Il y a des choses, les sages sont extrêmement élogieux. Les Chachamim sont extrêmement élogieux sur une femme qui fait attention à allumer les bougies de Shabbat. D'accord? Qui fait attention, il y a une phrase très importante qui dit une femme qui allume les bougies de Shabbat, alors elle rajoute de la lumière dans son foyer, et au même titre, elle aura le mérite d'avoir des enfants Talmidei Chachamim, des enfants érudits en Torah, qui eux-mêmes donc vont rajouter de la lumière dans le monde par la Torah. D'accord? Il y a beaucoup de choses qui sont dites très très bien. Voilà, il y a des chants qui sont très beaux là-dessus. Très bien. Ok. Alors, où est-ce qu'on allume les bougies de Shabbat? À quel endroit on allume? Est-ce qu'on peut allumer partout? Près de la table. Un endroit où on peut le voir quand on fait le Kiddush. Alors, oui. Alors, très bien. On Alors, le fait près de la fenêtre, tant que le vent ne va pas le faire disparaître, en fait, la flamme. ouais, ça c'est bon aussi pour Hanouka. D'accord? C'est bon pour Hanouka, ça aussi, c'est vrai. C'est vrai, parce que, ok, donc on a eu trois possibilités. Près de la table, près de la fenêtre et on fait le kidouche. D'accord? Ok. Alors, tout d'abord, la mitzvah, on avait dit, une des parties de la mitzvah, c'est qu'il y a de la lumière dans la maison. Il ne faut pas qu'on trébuche. Il ne faut pas qu'on casse sa figure dans la maison. D'accord? Mais la mitzvah essentielle, c'est d'allumer dans la salle à manger. Donc, à l'endroit où on va faire le repas. D'accord? C'est comme ça qu'on fait le kavod et le oneg. D'accord? À l'endroit où on fait le repas. D'accord? On peut allumer des bougies si vous voulez autre part. D'accord? Dans les différentes chambres. Parce que je vous rappelle qu'à l'époque, on allumait des bougies réellement, des veilleuses dans toutes les chambres de la maison pour Shabbat, pour le soir, de façon générale, avant qu'il y ait l'électricité. D'accord? Donc ils allumaient partout. Ils auraient pu faire la bracha sur les bougies de Shabbat, même sur des bougies qui se trouvent dans le couloir. D'accord? Non, on fait la bracha sur les bougies qui sont dans la salle à manger. D'accord? Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, combien de temps les bougies de Shabbat doivent durer? Combien de temps quoi? Combien les bougies de Shabbat doivent durer? C'est une très bonne question. Je peux poser la question. Combien de temps ça dure, les bougies de Shabbat? Combien de temps elles doivent brûler? Bah, faut pas l'éteindre, c'est pas tout seul, non? Je pense que ça doit durer genre minimum soit 1h30, soit 2h, je crois. Alors, regardez. Les bougies de Shabbat doivent brûler jusqu'à la fin du repas. D'accord? Donc, elles s'éteignent toutes seules. Elles D'accord? s'éteignent toutes seules. Elles vont s'éteindre seules, bien sûr. Mais a priori, quand on allume des bougies de Shabbat, elles doivent brûler jusqu'à la fin du repas. D'accord? Certains vont nous dire jusqu'à ce qu'on aille se coucher. Comprenez l'idée, c'est que si la bougie elle est censée donner ici à la fois quelque chose de très pratique. Bon, aujourd'hui, on est dans des demeures où on a l'électricité. D'accord? Donc, de ne pas se casser la figure, de ne pas trébucher, on met de côté. D'accord? C'est plus un argument qui est valable.
Mais l'argument du Shlom Bayit et de donner une ambiance sympathique autour de la table, elle est là. D'accord? Et donc, on doit voir les bougies de Shabbat, ça nous rappelle sans arrêt la lumière du Shabbat et l'ambiance à mettre autour de la table. D'accord? Et je vous avais dit la dernière fois que Shabbat, on a tendance, au vendredi soir, à s'énerver et à mettre à ouvrir tous les vieux dossiers sur la table de la semaine. D'accord? Un peu comme si on faisait maintenant on passe tout le monde en revue. D'accord? Donc, en réalité, quand on voit les bougies de Shabbat, on se rappelle. C'est Shabbat aujourd'hui. On ne commence pas à faire des histoires. Donc, a priori, on va garder les bougies de Shabbat jusqu'à ce qu'on va aller se coucher. D'accord? Il y en a même qui disent que jusqu'au lendemain matin. Mais bon. A priori, donc, uniquement. Maintenant, vous savez que les bougies, bon, ça, on le verra après. Hein. On le verra après avec quoi on allume les bougies. Avec quoi on doit allumer les bougies. Avec quoi c'est la meilleure chose. Alors, à qui incombe la mitzvah d'allumer des bougies? Les femmes. Que les femmes, vous croyez? La Oui. femme, Ou les hommes célibataires. Et les enfants. la fille, Les femmes et les enfants. Pas les hommes. Hein? Les hommes célibataires. En célibataire, chez moi, tu dis quoi? la fille, Pas les hommes. À la fille? Ok. Donc, tout le monde, quoi. Non, c'est que les femmes et les enfants. Les hommes, ils n'ont pas le droit d'allumer les bougies. quand je vais, quand je C'est une paie, femme réservée à la femme. Ouais. la femme. Ok, alors écoutez bien, en fait, vous avez en partie raison, en partie faux. La mitzvah d'allumer les bougies incombe à tout le monde, à tout Israël, aux hommes, aux femmes, aux personnes mariées et aux célibataires. D'accord? Tout le monde a l'obligation d'allumer les bougies. Mais pourquoi? Parce que tout le monde a l'obligation d'amener à Shabbat du kavod et du oneg. D'accord? Quelqu'un qui n'est pas marié, il n'a pas le shlom bayit, mais il doit quand même amener le jour du Shabbat le kvod à Shabbat et le oneg Shabbat. D'accord? Uniquement, pourquoi c'est les femmes qui ont l'habitude d'allumer les bougies? Généralement, quand une femme est mariée, d'accord, c'est elle qui a la priorité d'allumer les bougies parce que c'est elle qui est la maîtresse de maison. D'accord? Elle qui est responsable généralement de la direction de la maison. D'accord? Et donc, la paix du foyer, quelque part, elle est également là pour la conserver. Ok? Peut-être qu'aujourd'hui, à l'époque féministe, les bougies devraient être allumées par monsieur et madame en même temps. Parce pourquoi dire que c'est uniquement madame qui est responsable de la paix du foyer? C'est facile, ça. Quand il y a un truc qui foire, après, on sait qui est accusé. Donc, c'est quand même faire attention à tous ces trucs-là. Mais en tout cas, on va dire que là, il y a quelque chose qui est donné à la dame, d'accord, qui est donc responsable et maîtresse de maison. Elle va donc, elle, allumer pour tout le monde les bougies de Shabbat. Elle va donc rendre quitte les autres personnes de la maison de cette mitzvah. C'est pour ça que je pense qu'au moment où madame allume les bougies, eh bien, c'est bien que toute la maison soit, si pas autour des bougies, au moins entendre la bracha et soit partie prenante. D'accord? Ce n'est pas une mitzvah de la dame, ce n'est pas une mitzvah de la femme. Mais Rav, j'ai une question en fait. Donc, en fait, les hommes aussi, ils entrent officiellement dans le Shabbat en fait, si la femme allume les bougies avant Mincha. Non, En fait, non. Quand madame allume les bougies, elle rentre elle seule dans le Shabbat. Elle seule Ok. n'a pas le droit de faire des travaux interdits. Mais, ok. comme on l'a dit auparavant, elle peut demander à son mari ou à ses enfants qui n'ont pas encore allumé les bougies, qui n'ont pas encore fait rentrer Shabbat, de faire encore certaines tâches. Ok? Voilà. Maintenant, mais c'est-à-dire que si par exemple la femme, la maîtresse de maison est retardée, d'accord? Elle est en train de faire, elle est sortie, elle est partie faire quelque chose, ou alors elle fait un truc qui fait qu'elle ne peut pas allumer les bougies. Alors qu'est-ce qui va se passer? Alors il vaut mieux que son mari ou alors un de ses enfants allume maintenant les bougies à sa place, plutôt qu'on rentre dans une question sur la possibilité ou pas d'allumer des bougies après une certaine heure. Vous voyez? Donc ça, c'est important de comprendre ça parce que l'idée, c'est que si on n'allume pas les bougies maintenant à la place de madame, alors on risque de rentrer dans un moment interdit ou en doute et peut-être de profaner Shabbat, de faire un chilul de Shabbat. C'est la raison pour laquelle, dans un tel cas, ça serait donc à un monsieur ou à un des enfants d'allumer les bougies de Shabbat. D'accord? Si madame n'est pas là Shabbat, d'accord? Si la maîtresse de maison n'est pas Shabbat à la maison, qu'est-ce qui se passe? La fille, Alors, d'abord, l'obligation, Du coup, le mari il peut le faire alors. oui, l'obligation avant tout va revenir sur le mari,
puisque madame est le maître de maison, monsieur est le maître de maison. Donc, avant tout, l'obligation va incomber au mari qui va faire l'allumage des bougies de Shabbat avec la bracha. D'accord? Avec la bracha, bien évidemment. Mais s'il a une grande fille, d'accord? Même s'il a une grande fille, c'est à lui d'allumer la bougie. Mais il peut demander à sa fille, s'il veut, ou alors à n'importe quelle famille, d'allumer la bougie à sa place. On dit une grande fille, c'est une bat mitzvah, enfin, c'est une fille qui a quel âge? Oui, une fille qui est déjà bat mitzvah, c'est-à-dire qu'elle est déjà, le principe, c'est une bonne question que tu as posée, Lauriane, il y a un principe halachique qui dit la chose suivante. Je ne peux rendre quelqu'un quitte d'une mitzvah que si moi-même, je suis soumis à cette mitzvah. D'accord? Si moi-même, je ne suis pas soumis à cette obligation, je ne peux pas rendre quelqu'un quitte de cette obligation. D'accord? C'est la raison pour laquelle, un exemple. Alors, Rav, j'ai une question en fait. Pourquoi en fait, des fois, il y a des enfants qui font la Kriyat Torah à la shul? Alors, très bonne question. Très bonne question, mais précise ta question. Tu veux dire pourquoi il y a certaines fois des enfants- Par exemple, ils vont lire l'une des 7 montées d'une paracha. Voilà. En Ou fait, par exemple, des fois, ils vont lire le Shema dans le Silour, en fait. Voilà, donc toi tu dis, quand on a des fois à la synagogue des enfants qui ne sont pas bar mitzvah, et en fait, il y a dans la des... Torah. Oui. Donc, ils vont lire dans la Torah, alors qu'a priori, eh bien, ils devraient laisser quelqu'un qui doit. Alors, sache d'abord que dans la halakha, tout le monde n'est pas d'accord qu'un enfant qui n'est pas bar mitzvah peut lire. Mais, je vais te donner en vérité la réponse halachique, c'est que la lecture de la Torah en public est une obligation qui incombe à la communauté. C'est vrai. Mais lorsque, aujourd'hui, quelqu'un monte à la Torah, il va réciter une bracha. Quand quelqu'un monte à la Torah, il va réciter une bénédiction avant et une bénédiction après. C'est cette bénédiction-là qui est en fait la bénédiction pour le Tzibour. C'est pourquoi un homme qui n'est pas bar mitzvah ne monte pas généralement à la Torah quand il n'est pas encore bar mitzvah. Il peut lire la Torah, mais il ne peut pas faire la bracha, parce que c'est la bracha qui va rendre quitte le public de cette obligation. Tu as compris? Alors pourquoi quand quelqu'un monte à la Torah, après on dit Chazak ou Barour? Ah, attention, ça c'est uniquement, on va dire, c'est pas halachique. Ou Shkoyer. Shkoyer, Ishar Koach. Ça veut dire quoi? Ça veut dire bravo, kol hakavod. D'accord? Mais c'est pas du tout halachique. C'est un peu pour honorer la personne qui monte à la Torah, lui dire que qu'il a fait une action importante. D'accord? Maintenant, dans le monde séfarade, essentiellement chez les Marocains, alors on a l'habitude que des enfants lisent, même quand ils sont petits, ils lisent la Haftara. La Haftara, c'est donc le passage qu'on va lire après la 7e montée, qui est une lecture d'un passage des prophètes. D'accord? Alors, généralement, c'est un adulte qui monte à la Torah, et c'est un enfant qui va lire la Haftara, sans faire les bénédictions avant et après. Mais si c'est un enfant qui comprend ce qui se passe, au moins 9 ans, 10 ans, c'est un enfant qui comprend c'est quoi la lecture de la Torah, c'est quoi la... D'accord? Alors à ce moment-là, il pourra le faire. Je vous donne un autre exemple. Vous allez peut-être comprendre ça. À partir de quel âge un garçon peut mettre les téphilines? 13 ans. Alors, 12 et demi, en fait. Il peut le faire quelques mois avant. alors 12 ans, il peut, je crois. hein, comment, Lauriane? 12 ans. Alors, regardez. Qui dit mieux? Encore une autre... Alors, je vais dire 9 ans. tiens, 9 ans. Allez, d'accord. Alors, en fait, un jeune garçon a l'obligation de mettre les téphilines à partir de 13 ans et un jour. Bar mitzvah. Il a l'obligation. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas les mettre avant. Il a le droit de les mettre avant. Mais il les met sans pour autant remplir une obligation de la Torah. D'accord? Donc on ne doit pas attendre d'être bar mitzvah. Et voilà. Et donc, certaines fois, c'est pas qu'on ne doit pas attendre. Certaines fois, lorsqu'un jeune garçon, comprend déjà l'importance de la tefila, comprend déjà l'importance de la pose des téphilines, alors il a le droit de mettre les téphilines avant.
mais on dit généralement qu'ils commencent à les mettre uniquement à partir de 12 ans et demi pour s'habituer. Et une D'accord? personne qui est en conversion, il doit attendre quoi pour pouvoir mettre les téphilim? Ah, alors, très bonne question. C'est une question qu'on peut poser en fait, Shmuel, pas uniquement pour les téphilines. Parce que la kippa, je la mets. On pourrait poser la question en vérité sur toutes les obligations de la Torah. Parce que pendant toute la période où vous êtes en conversion, en fait, vous n'êtes pas encore soumis à toutes les mitzvot. D'accord? Vous les faites pour les apprendre. D'accord? Vous les faites pour les apprendre. Donc en vérité, pour justement apprendre à pratiquer les mitzvot, vous pouvez tout faire. Donc tu peux également mettre tes téphilines. D'accord? Tu peux également, mais tu ne les mets pas parce que tu as une obligation. Tu les mets parce que, d'accord, tu veux les mettre, tu veux apprendre à les mettre. Je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous surprendre. Et il y a des personnes qui ne vous auraient pas dit ça, mais moi, je vous le dis quand même. Je suis ouvert pour ça. Allez, je suis cool. Je vous le dis. D'après vous, si la veille du Beddin, vous allez vous faire un cheeseburger. Allez, vous allez manger des côtes de porc. D'accord? Ou ce que vous voulez. Un truc pas cachère du tout. Des crevettes. Est-ce que, au niveau halachique, les dayanim peuvent vous dire il y a un problème? Non. Alors, au niveau halachique pur, tant que vous n'êtes pas passé devant les dayanim et tant que vous n'avez pas été reçu au Beddin et mikvé et Brit Mila pour les garçons, vous n'avez pas l'obligation. D'accord? Au niveau de la loi pure, d'accord? Vous n'avez pas l'obligation. Mais moralement. D'accord? Mais comme on est en période d'apprentissage, on suppose que quelqu'un qui va manger pas cachère la veille de la conversion, ça pose quand même un petit problème au niveau de l'identification. Si tu as compris que c'est quelque chose d'important, tu n'es plus capable de le faire, même si tu n'as pas l'obligation. D'accord? C'est comme si, comment vous dire, c'est comme s'il y a deux personnes qui sont en couple, mais ils ne sont pas encore mariés. D'accord? Et l'un dit, ben moi je vais aller voir quelqu'un d'autre. Tu peux rien me dire, on n'est pas encore mariés. Ben oui, mais la question, c'est pas uniquement le moment du mariage qui va sceller notre union. Il y a entre nous quelque chose aussi qui est présent. C'est un peu pareil, hein, messieurs. C'est un peu pareil. Donc, toute cette période maintenant d'apprentissage, pour te répondre, Shmuel, en vérité, oui, tu dois mettre les téphilines, partir à la synagogue, apprendre, faire tout ce que tu peux faire pour justement avancer. Alors, j'ai un problème. Je peux vous le dire? OK. Donc, moi, j'ai voulu mettre. Donc, j'ai demandé. Avant de me connaître, j'ai demandé l'autorisation à Rabbi Gertman. Je peux mettre la kippa. Il me dit oui. Est-ce que je peux mettre les tépilim? Non, tu dois être à l'approche du mikvé, du beddin. Je ne vois plus personne là. Oui. Je ne vois plus personne. Ah voilà, maintenant je vois. Donc je comprends. Je sais pas ce que je. Parce que moi je voulais les mettre. J'ai commencé à les mettre tous les jours. On m'avait dit tu peux pas les mettre, tu dois attendre. Oui. La kippa, tu peux. La talit, tu peux. Mais pas les tépilim. Alors je comprends plus. Alors je vais te dire, généralement, on dit aux personnes de mettre les téphilines à la synagogue avec tout le monde les quelques temps qui sont avant la conversion. C'est-à-dire pour en fait que tu es dans la communauté et que tout le monde voit que tu fais déjà partie. Mais avant, il y a toujours cette idée de garder une certaine distance, si tu veux, publique, pour que les gens n'en viennent pas, par exemple, par erreur, à te compter dans le minyan. On t'est proposé de monter à la Torah. D'accord? Et donc, quelque part, on dit, tu pourrais mettre tes téphilines chez toi. D'accord? En privé, pour les mettre le matin. D'accord? Tu pourrais les mettre. Mais ce que tu as dit, le Rav Gertman, évidemment, c'est-à-dire, on tend généralement à dire, avant la conversion, quelques mois avant, tu les mets. Ça veut dire que tu n'arrives pas le jour de la conversion et tu ne sais même pas comment on met des téphilines. D'accord? Mais je pense qu'il y a quelque chose, là, Shmuel, qui est lié, on va dire, à une tendance de chacun. D'accord? Chacun va dire, moi, il y a des mitzvot qui me plaisent. Je me sens, je ne peux pas ne pas le faire. Si je ne le fais pas, c'est comme si je me sens, en fait, on va dire, pas vraiment impliqué dans le monde de la Torah. Vous comprenez? C'est comme si quelqu'un dit, pendant toute la période de la conversion, moi, je ne fais pas Shabbat. On m'a dit que je pouvais ne pas faire Shabbat. Je ne fais pas Shabbat. Mais non, mais tu ne peux pas. D'accord? Il y a un moment quand même où tu comprends que Shabbat, c'est important. Et sans même que quelqu'un vienne te demander ou t'oblige à faire Shabbat,
Personne ne va venir t'obliger à faire Shabbat. C'est personnel, c'est privé. Mais tu te dis, moi j'aimerais bien quand même faire quelque chose qui est lié à Shabbat. D'accord? J'aimerais bien apprendre à faire un Shabbat. D'accord? Si tu veux, comme vous serez tous en Israël, alors on va faire ensemble des Shabbatot. D'accord? Mais voyez ce que je veux dire? L'idée de rentrer comme ça, d'appliquer tout ce qu'on peut apprendre, sachez que vous pouvez toute l'année apprendre avec moi plein de choses. Pas uniquement avec moi. Vous pourrez apprendre 1000 choses cette année. Et c'est possible qu'en apprenant 1000 choses, passez devant le Beddin et que vous serez incalable. Toutes les questions que le Beddin va vous poser, vous allez répondre la main levée. D'accord? Mais après, la vraie question, ça va être et le lendemain matin? Et le lendemain matin, parce que le Beddin, il vérifie quoi? Il vérifie vos connaissances. Et le lendemain matin, après, concrètement, tu as la pratique, c'est-à-dire tu as la vie. D'accord? C'est pas un examen, le Beddin, c'est pas un examen universitaire. C'est pas un diplôme universitaire. D'accord? C'est une confirmation, si vous voulez. D'accord? C'est une confirmation. C'est pas un papier. C'est pour ça qu'en vérité, si le lendemain de la conversion, si quelqu'un se dit, bon, maintenant j'ai mon papier, allez tous vous faire voir, je n'ai pas l'obligation de rien faire, alors il y a un petit problème dans le processus, vous comprenez? Mais ça, dans c'est ce cas-là, pourquoi on convertit si c'est pour rien faire? Bonne question, Lauriane. Bonne question. Il y a des personnes qui, chacun, tu sais, on avait parlé ça au début de l'année, chacun se convertit pour une motivation différente. D'accord? Mais il y a beaucoup. Oui. Pardon. Il y a différentes motivations, tu sais, à la conversion. Il y a des motivations qui sont légitimes, d'autres qui sont, on va dire, qui sont perçues comme moins légitimes. Et puis, et voilà. Et donc, mais il y a beaucoup de motivations qui paraissent non légitimes, mais en vérité qui sont reconnues. D'accord? Qui sont reconnues. Puis il y a des personnes, comme on l'avait dit une fois, qui se convertissent, pas parce que la pratique des mitzvot, c'est l'essentiel à leurs yeux, mais parce qu'ils veulent faire partie du peuple. Parce qu'ils se sentent déjà juifs depuis très longtemps. Je suis persuadé que vous tous, d'accord? Je suis persuadé que vous vous sentez juif, d'accord, depuis bien longtemps. Et que ce n'est pas en arrivant maintenant, en apprenant plus de Torah, que vous vous sentez plus juif. D'accord? Parce qu'on a le shrout. Hein? On a le shrout. Voilà, mais je suis persuadé que c'est pas. On ne se découvre pas juif comme ça du matin, d'accord? C'est quelque chose qui est long. Je suis persuadé que si on vous posait la question, réponds à ma question, t'es juif ou t'es pas juif? Même sans prendre de considération à l'Afrique, je suis certain que vous auriez dit, je suis juif, que tu poses la question. Ok, je ne suis peut-être pas reconnu par les rabbins, mais je suis juif. D'accord? Parce que, voilà, on fait partie du peuple. On fait partie du peuple. Et ce peuple-là a une culture, c'est une façon de se comporter, c'est la Torah. D'accord? C'est indissociable. Mais il y a des personnes qui veulent rentrer dans le peuple, qui font la conversion pour avant tout avoir confirmation de leur judéité. D'accord? Bref, c'est une grande question. Donc, on a fini pour cette histoire-là, donc on n'a pas fini. Donc, c'est madame qui allume les bougies, c'est la maîtresse de maison. Si elle n'est pas là, c'est monsieur. Et monsieur peut donner également un des enfants à sa grande-fille s'il le désire. Il y a certaines familles où il n'y a pas uniquement madame qui allume 2 bougies. D'accord? Généralement, on allume 2 bougies. Hein. Il n'y a pas uniquement madame qui allume 2 bougies. Il y a également toutes les jeunes filles qui sont arrivées à l'âge de l'éducation. C'est quoi l'âge de l'éducation? C'est pas la bat mitzvah, c'est avant déjà. C'est dès lors qu'un enfant comprend. D'accord? Dès lors qu'un enfant commence à comprendre, une jeune fille commence à comprendre, alors elles vont aussi allumer, et elles vont faire la bracha. Vous savez qui fait comme ça? Les Chabad. L'usage Chabad, des Lubavitch, donc, d'accord? C'est justement que les jeunes filles également allument avec madame les Nerot Shabbat et font la bracha. Mais sachez que la majeure partie des décisionnaires, d'accord, des poskim, considèrent que généralement, c'est que la maman donc qui allume les bougies quand elle est à la maison. Ok? Dites juste une question, Rab. Ok, oui. Juste par rapport au tefilin, oui. Quand on ne sait pas les mettre, qui est-ce qui peut nous montrer dans la famille? Le père ou la fille ou une fille peut nous montrer aussi? Oui, il n'y a pas de différence pour ça. Toute personne qui sait mettre des tefilin peut nous montrer. D'accord. Au niveau de la halakha, une femme a le droit de mettre des tefilin. Hein. Ce n'est pas interdit. On n'a pas l'usage de le faire. Les femmes n'ont pas une femme quoi? Elle peut se les mettre à elle? Non. Bien sûr, une femme, au niveau halakhique pur, une femme a le droit de mettre des tefilin. C'est-à-dire que ce n'est pas interdit. D'accord? Ce n'est pas interdit. Mais l'usage est qu'une femme ne le fait pas. Pourquoi? Parce que, alors, rappelez-vous le principe. Toutes les mitzvot qui dépendent du temps, une femme en est dispensée.
Maintenant, est-ce que les téphilines est une mitzvah qui dépend du temps? Non, puisqu'on met les téphilines généralement pendant la prière du matin, à Shacharit, mais en vérité, on a le droit de mettre les téphilines toute la journée. Hein, les Mais rabbins Rav, dans les rues. Oui. j'ai une question parce qu'on peut pas mettre les téphilines la nuit. Donc c'est ça Non, le. on ne les met pas la nuit. Tu as C'est raison. ça. Donc ça dépend du temps. Donc c'est-à-dire en fait que les femmes ne sont pas obligées de faire un téphiline à cause de ça. Oui, mais il y a plein d'autres mitzvot qui dépendent qu'on ne fait pas la nuit, par exemple. Tu comprends? On ne met pas un talit la nuit, on ne fait pas des Non, mais téphilines. j'ai compris. Donc c'est-à-dire qu'en fait, parce que téphiline, ça dépend du temps. Donc les femmes n'ont pas l'obligation de le faire. Oui, mais ça veut dire qu'elles peuvent aussi, elles n'ont pas l'obligation de le faire, d'accord? Dans le sens où tu peux dire que ça dépend du temps par rapport à la nuit, c'est vrai, mais aussi parce qu'elles n'ont pas l'obligation de téfila, d'accord? Ou avec généralement, on met les téfilines. Mais elle a le droit de le faire, d'accord? Une femme a le droit de les Ah oui, téfilines. bien sûr, oui, oui. Voilà. Maintenant, on n'a pas l'usage de le faire, mais sachez que nous, on a connu des femmes tout à fait orthodoxes, pas des femmes du monde libéral ou conservateur ou Les réformées. Elles mettaient les téfilines. Nashot Akio, je pense, ça c'est en fait Women Les- of the Wall, genre. Les Nashot, Neshot, Ah, tu sais en Kotel. fait, Les c'est femmes ça, Neshot et Kotel, ouais, Oui, ils les sont. femmes qui protestent, c'est un groupe moderne qui est au sein d'une polémique. Il y a là-bas des femmes qui sont orthodoxes, d'autres qui sont libérales. D'accord? Moi, je parle pour l'instant uniquement au sein du monde orthodoxe. Les filles de Rachi, les filles du grand commentaire Rachi, d'accord, au XIe siècle, mettaient les téphilines, on le sait. D'accord? Maintenant, nous, on a connu personnellement une fille qui mettait les téphilines, mais elle les mettait dans sa chambre toute seule. Elle a fait ça pendant 2-3 ans, après elle a arrêté. D'accord? Mais en tout cas, pour vous dire qu'on n'a pas l'habitude qu'une femme mette des téphilines. D'accord? On n'a pas l'habitude, c'est pas quelque chose qui est interdit, mais c'est pas non plus quelque chose qui est, on va dire, voilà, c'est une chose qui est généralement fait par les hommes. Alors, ok, donc combien on va allumer de bougies et avec quoi on va allumer des bougies? Alors, le deuxième chapitre du traité Shabbat est entièrement consacré à la question des mèches et des huiles. Aujourd'hui, on a des bougies en paraffine, d'accord? C'est différent, mais en tout cas, à l'époque, on se posait la question quelle sorte de mèche et quelle sorte d'huile. Alors, le principe, c'est qu'il faut une mèche qui soit tendre et absorbante. D'accord? Tendre et qui absorbe l'huile correctement. D'accord? L'huile, il faut que ce soit une huile qui soit facilement absorbable. Pas quelque chose qui sente mauvais. D'accord? Pas une huile qui nous mette de la fumée dans toute la maison. Fumée noire comme ça. Des fois, à Hanouka, on n'est pas toujours habitué. On a eu des bougies de Hanouka. D'un coup, toute la maison elle est noire, ça pue dans toute la maison. Donc ça, il faut faire attention pour Shabbat. On ne fait pas un truc comme ça. D'accord? Et donc, c'est quoi en fait l'interdit, la crainte? C'est que si jamais la bougie n'est pas avec une mèche qui tient et avec une bonne huile, eh bien, on en vienne Shabbat à vouloir la ranimer, la raviver. Vous voyez? On en arriverait en fait à transgresser le Shabbat. Donc, c'est déjà la raison première pour que on mette une huile qui soit et une mèche qui soit bien. On a généralement préféré l'huile d'olive. D'accord? On préfère l'huile d'olive. Aujourd'hui, on fait avec des bougies en cire, en paraffine, parce que évidemment, la bougie, eh bien, la lumière de la bougie, elle est très nette, elle est belle. D'accord? D'ailleurs, j'aimerais vous dire que bientôt c'est Hanouka, on va commencer à parler de Hanouka bientôt. Eh bien, il y avait une question qui avait été posée. Est-ce qu'on peut, par exemple, allumer non, ça je vous le dirai plus tard pour Hanouka, mais une question qui avait été posée, quand le troisième temple sera reconstruit, et dans le temple, on a également la menorah, n'est-ce pas dans laquelle on allumait les bougies, on allumait les lumières avec de l'huile d'olive. D'accord? Il y a un rabbin qui a dit l'huile d'olive à l'époque, c'était la meilleure chose qui était pour avoir une belle lumière. Mais aujourd'hui, on a des bougies en cire. Est-ce qu'on pourrait, dans le troisième temple, allumer des bougies en cire au lieu d'avoir des mèches avec de l'huile? Oui, d'accord, oui. Parce que l'idée, c'est d'avoir une belle lumière. D'accord? C'est donc une question intéressante. Ok, donc on a compris cette histoire-là. Il y a une très belle symbolique, de même que la mèche, elle doit être tendre et absorbante, et l'huile, elle est facile à consommer. Eh bien, c'est également une image pour les époux d'être tendre et absorbant et d'accord, facile, donc les uns avec les autres. D'accord? C'est une belle image qu'on peut prendre. On a l'habitude d'allumer, au niveau de la halakha, de la stricte obligation,
on pourrait se suffire d'allumer une seule bougie. D'accord? Une seule. Mais on a l'habitude d'allumer 2 bougies, une pour Zachor et une pour Shamor. Vous vous rappelez, dans le texte de la Torah, l'obligation du Shabbat apparaît 2 fois, dans les deux textes des 10 commandements. Une fois, le terme qui apparaît, c'est Zachor, d'accord? Souviens-toi du jour du Shabbat. Et une autre fois, c'est Shamor, garde le jour du Shabbat. Donc, on a l'habitude d'allumer 2 bougies, une pour Zachor, une pour Shamor. Je vous rappelle le cours qu'on avait fait en introduction donc, au vote Shabbat, où on avait analysé donc, ces différentes. Il y en a certains qui ont l'habitude d'allumer une bougie pour chaque membre de la famille. Il y en a qui ont l'habitude d'allumer 7 en référence aux 7 jours de la semaine. Il y en a qui ont l'habitude d'allumer 10 en référence aux 10 commandements. D'accord? Imaginez-vous s'il y en avait qui avaient l'habitude d'allumer 613, on n'a pas ça. Ça n'existe pas. Au maximum qu'on a trouvé, c'est les 10. D'accord? Mais bon, vous avez compris que généralement, on fait 2, c'est l'usage. Et surtout, je veux dire ça aussi, pas non plus être des gaspilleurs. D'accord? Pas commencer à gaspiller avant Shabbat, même si on a de l'argent, pas commencer à gaspiller tous les Shabbats 50 bougies. Il faut rester quand même tranquille. Donc, on allume généralement 2 bougies. D'accord? Voilà. Quoi encore, je voulais vous dire? Ah oui, concernant la fameuse bracha. On avait parlé de ça une fois, mais je vais en dire quelque chose. Quand est-ce qu'on fait la bracha? Donc, Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, Asher kideshanu b'midotav v'tzivanu, l'adlik ner shel Shabbat. Ok? Vous avez ça, vous l'avez en tête. Hein? La bracha. Ça dépend les... Ça dépend des coutumes. Ça dépend des coutumes, tu dis? Je sais que les Ashkénazes, je ne suis pas sûre, hein, mais je crois qu'ils allument et qu'ensuite ils font la bracha, mais ils se cachent les yeux pour ne pas regarder la bougie au début. Ouais. Et nous, moi par exemple, nous ce qu'on fait, c'est qu'on dit la bracha et ensuite on allume les bougies. Alors d'abord, je vais reprendre ta raison. Il y a en fait 2 façons de faire. D'accord? Il y en a qui vont d'abord faire la bracha et après ils vont allumer. C'est quoi la logique de cette action? C'est que généralement, on fait toujours la bracha avant de faire l'action. La bracha, elle précède toujours l'action. D'accord? Je vais manger un fruit. Avant de manger le fruit, je fais la bracha. Ça n'a pas de sens de manger et après faire la bracha. Donc, ça s'appelle ça dans la halakha. Toutes les brachot qu'on fait, on les fait au vers la siyatan, avant de les accomplir. Donc, ça, là, la première logique, d'accord, c'est une logique très claire. Certains font comme ça. D'abord la bracha et après, j'allume les bougies. Ok? Mais certains viennent et disent, mais comment on peut faire une telle chose? C'est pas possible. Parce que si on fait d'abord la bracha, alors à ce moment-là, en restant la bracha, je vais faire rentrer Shabbat. Et puisque je vais faire rentrer Shabbat, je n'ai pas le droit d'allumer du feu. Et donc, c'est un problème. Il faudrait d'abord allumer la bougie et après faire la bracha. D'accord? Est-ce que vous entendez les 2 logiques? D'accord? Il y a les 2 logiques. Concrètement, d'accord? Alors, concrètement, généralement, vous comprenez que tout est là, en fait. Selon certains séfarades et selon le Rav Ovadia Yosef, c'est-à-dire les orientaux, les Irakiens, les Syriens, on a l'habitude d'abord de faire la bracha et après d'allumer. Mais les Ashkenazim, eux, d'accord, et certains séfarades, essentiellement les Marocains, d'abord allument et après font la bracha. D'accord? Donc, si vous prenez sur vous l'habitude séfarade marocaine, d'accord, en tout cas Afrique du Nord, c'est d'abord allumer et après faire la bracha. Ok? Dans tous les cas, vous suivez l'usage que vous connaissez dans votre famille. Si vous avez dans votre famille un usage, de votre grand-mère par exemple, d'accord? Une grand-mère qui fait ça, vous suivez l'usage de la famille. Ok? En général, on fait qu'en général. Oui. On allume et puis bracha. Et il y a vraiment les 2, il n'y a pas en général, il y a vraiment les 2 usages. Hein. Les 2 usages, ils sont là. Il y en a certains qui sont valables et après la bracha. Il y en a qui font la bracha et puis après qui allument. Les deux sont valables. Les 2 sont valables. D'accord. Les 2 sont valables. Ok? Ram. Oui. Donc, si homme célibataire
si un homme célibataire allume la bougie, est-ce qu'il accueille, est-ce qu'en fait, lui, non, il est en Shabbat avant d'avoir fait en fait une Kabbalat Shabbat. J'ai pas entendu. Encore une fois. Encore une fois. Avant d'avoir fait le Shabbat, les bougies, d'accord? Est-ce qu'il est entré en Shabbat avant d'avoir fait le Kabbalat Shabbat à la shul? S'il allume les bougies lui-même parce qu'en fait, il est célibataire. Ah, j'ai compris ta question. J'ai compris ta question. Quand un homme allume, dans tous les cas, quand c'est un célibataire ou c'est quelqu'un qui est veuf, d'accord, alors il va d'abord faire la bracha et après il va allumer. D'abord, quand c'est quelqu'un qui est célibataire, d'abord la bracha et après il va allumer, d'accord, justement, parce que la coutume des hommes, c'est de faire rentrer le Shabbat, d'accord, après la prière de Mincha. D'accord? Donc quand il va en fait allumer, bracha et après la bougie, c'est pas ça qui va faire rentrer le Shabbat. Ok, donc il peut continuer à faire des melachot en fait. Voilà, exactement. Okay, ok, question donc, je vais vous dire maintenant, est-ce qu'on peut s'acquitter de la mitzvah des bougies avec un éclairage électrique? Oui. Pas du tout. Oui, on peut. Alors, il faut toujours faut dire pourquoi Pas du tout. Non, hein. Alors, regardez, dans un cas de nécessité, on peut se baser sur la lumière électrique, sur une ampoule électrique. Oui, dans le cas où on n'a pas de choix, effectivement. Exactement. Maintenant, si on a le choix. D'accord, quand on n'a pas, d'accord, à ce moment-là, on a le droit de se baser sur une lumière électrique. Ok. Qu'est-ce que je pourrais avoir encore comme cas? Voilà, en vérité. Voilà, on va s'arrêter là. Je pense que pour l'instant, en fait, ça suffira. Ici, il y a encore quelques autres cas que je vous dirai donc la prochaine fois. On finira ça. D'accord? Ou peut-être que je vous enverrai ça sur le groupe. Bon, on va s'arrêter là. En vérité, je pense que ça suffit. On a fait donc la. Oui, il y a une halakha. Une halakha. Quelqu'un qui est par exemple à la yeshiva ou qui est pensionnaire dans un internat. D'accord? Quelqu'un donc qui a une maison. Il a sa famille chez lui, mais lui, il est à la yeshiva, ou il est à l'université, il vit seul. D'accord? Est-ce qu'eux vont devoir allumer et ils habitent là-bas longtemps. Est-ce qu'ils vont devoir allumer ou pas? Lauriane, pour toi, c'est valable aussi. Est-ce que tu dois allumer les bougies de Shabbat chez toi? Moi, chez mon frère, je ne suis pas en internat, je suis en externat. Donc, je suis avec mon frère, avec ma belle-sœur. D'accord. Quelqu'un qui est en internat ou quelqu'un qui vit seul? Nous, on les allume en bas tous ensemble. Ouais. Ils allument. D'accord. Alors, c'est en fait comme si vous étiez une grande famille. Quand vous vivez chacun comme ça ensemble, d'accord, quand vous êtes dans une sorte d'internat, c'est comme si vous étiez une grande famille, et donc vous allumez tous ensemble, d'accord, les bougies dans le réfectoire, d'accord, comme ça, ok. Voilà, les gadoles, c'est... Donc, on les allume bien avec des allumettes. Oui, bien sûr. Avec un briquet aussi. Tu peux allumer avec un briquet, une cigarette, comme tu veux. Il n'y a pas d'obligation. Le feu peut arriver de partout. Ouais. Ok? Voilà, les amis. Bien, on a fini donc ce soir. On a étudié ce soir. Quels sont les sujets qu'on a étudiés ce soir? On a étudié la question de, on va résumer, de Tosefet Shabbat, n'est-ce pas? On a étudié Tosefet Shabbat. Comme ça, je vais écrire bien. On a étudié les horaires du Shabbat. D'accord? Les horaires du Shabbat, Tosefet Shabbat et les Nerot. Ok? Messieurs, dames, je vous dis à demain soir. Bonne nuit. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.